Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Stéphane en Indre-et-Loire, près de Chinon. Il est agriculteur, céréalier et il a aussi de la vigne. On va aller à sa rencontre et discuter de tout ce qu'il a mis en place sur son exploitation pour la qualité des produits et pour l'environnement. Bonjour Stéphane. Bonjour Estelle. Tu vas bien? Oui, bienvenue dans le Chinonnais. Merci. Bon. Tu as reçu ta nouvelle batteuse? Ouais, je viens de la recevoir hier. Ah ouais. Donc elle est flambant toute neuve. Voilà. Elle a 0 heure. Ah oui, d'accord, elle est prête pour moissonneuse. cet été, quoi. Voilà, tout à fait. Tu vas faire de la cartographie avec, Oui, je suppose? alors oui, j'ai pris l'option cartographie pour pouvoir récupérer toutes mes cartes de rendement et faire de la modulation l'année d'après pour améliorer l'environnement et la qualité de mes produits. Voilà. Ok. Est-ce que tu me disais que tu as la certification HVE maintenant? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors, oui, en quoi ça consiste? La certification HVE va valoriser le produit via l'environnement, la biodiversité de l'exploitation, l'indice de fréquentation de traitement. Donc maintenant, on traite beaucoup moins. On fait attention à la météo. J'ai une station météo. Donc j'ai racheté un pulvé avec coupure buse-à-buse pour mes céréales pour pouvoir mettre encore moins de produits et baisser mon IFT. Et depuis peu, j'ai racheté un X40 de chez Sulky pour pouvoir moduler et aussi pratiquer la modulation sur mes parcelles de céréales pour le HVE aussi, parce que baisser la quantité d'engrais rentre aussi dans le HVE. Bah oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais, donc tu t'es vraiment équipé, tu as équipé tout ton parc matériel pour ça, quoi. Voilà. Okay. Bon, ce que je te propose, Estelle, c'est d'aller voir la cave coopérative Robert et Marcel, qui est à Saint-Cyr-en-Bourg. Et en passant, on s'arrête dans les vignes, voir... Ça marche. C'est impressionnant le bâtiment, comment il est. On a l'impression qu'il est enterré en fait. Voilà, oui. Donc en fait, là tu peux voir, il y a l'entrée de la cave qui est tout en bas. Ouais, ok. Donc la cave a servi à. Ils ont extrait le tuffeau pour pouvoir faire des grosses pierres pour construire des châteaux de la Loire, des maisons au bord de Loire. Voilà. Donc on le voit tuffeau, c'est la pierre en fait. C'est la pierre, voilà. Okay. C'est la pierre. Donc tout le long de la Loire. En allant sur Saumur, il y a des caves de tuffeau où maintenant ils font des champignons, les champignons de Paris. Ah ouais. Voilà. La culture de champignons. La culture de champignons, voilà. Ok. Toutes les vignes on voit au fond là-haut, tout ce qui est vert le long des bois, c'est Saint-Nicolas de Bourgueil et Bourgueil. Okay. Et là, toute la partie qui est ici, c'est que du rouge. En fait, c'est du Cabernet Franc, le cépage. Dans l'appellation Chinon, on est limité en rendement, comme dans le Saumur Champigny, comme dans le Champagne, comme dans le Bordelais. Et alors pourquoi ils font ça? En fait, c'est pour éviter la surproduction, parce que l'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Bien sûr. C'est à boire avec modération. Et donc, ils font une limite de rendement à l'hecto-hectare. Donc, tous les ans, c'est revu, soit à la hausse, soit à la baisse. Et alors, du coup, ça se passe comment tout le rendement en plus, il est. C'est détruit. Ah ouais, d'accord. Forcément. Soit distillé, ok. soit ça reste dans le champ. Ah ouais. Voilà. Comme on veut de la qualité, oui. On fait en sorte de produire le nombre d'hectos demandé, mais pas forcément plus. Ouais. Et on a une meilleure qualité, quoi. Donc les raisins sont beaucoup plus gorgés en sucre. Donc il faut savoir que la vigne, on a le droit de la récolter qu'au bout de la 3e année. Et elle va produire son raisin que la 3e année. Donc ça arrive que la 2e année, il y a des petits raisins. Donc à partir de la 3e année, on récolte. Et puis après, c'est parti jusqu'à peut-être 100 ans. D'accord. J'en avais une qui avait 100 ans ici, mais elle n'a pas... Et donc tu as replanté du coup On a replanté, ouais. Voilà. Okay. Donc là, on est sur un sol argilo-calcaire. Les jeunes vignes, jusqu'à leur 3e année, on travaille le sol pour éviter l'herbe.
pour que ça puisse pousser le mieux possible. Ouais. Et à partir de la 4e année, voire la 3e année, on enherbe un rang sur 2 Ok. pour pouvoir mieux passer avec les engins. Ah oui, bien sûr. Ok. Voilà. Et après, presque tout dépend du type de sol que l'on a. Soit on enherbe tous les rangs, ou on laisse un rang sur 2, puis on travaille D'accord. un rang sur 2. Ok. Tu mets jamais de couvert entre les Non, vignes? pas encore. Non. C'est un projet. C'est un projet, oui, D'accord. peut-être essayer de faire un peu d'agriculture de conservation. Oui. Donc et maintenant, là, cette partie-ci, elle a 3 ans. C'est la première année qu'elle va produire. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Donc on commence, on voit bien Ouais, on voit déjà. Ouais. on voit les raisins. Ils sont bien portants. Voilà. Et justement, est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes de la vigne, la taille, etc. Oui. Fin novembre, début décembre, moi je commence à tailler. Mhm. Donc en fait, on enlève les bois, tous ces bois-là qui vont être... il n'y aura plus de feuilles, bien évidemment. Oui. Donc on coupe. Après, on va plier la baguette. On va laisser une baguette, parce que ici c'est une baguette plus 2 petits coursons qu'on appelle, D'accord. avec un œil et deux yeux de l'autre côté, Mhm. pour pouvoir l'année prochaine avoir du bois pour retailler. D'accord, ok. Et après le pliage de baguette, donc on a les bourgeonnages. Donc comme c'est une plante qui est comme une liane en fait, la vigne, Mhm. elle pousse tout le temps en fait. D'accord. Donc il y a des bourgeons qui vont être en trop. Donc on Mhm. va enlever les bourgeons en trop et ça va permettre à notre bois de taille qu'on a laissé de mieux se développer et d'avoir des raisins. D'accord. Voilà. Donc, et ensuite, après les bourgeonnages ou même pendant les bourgeonnages, on relève les fils. Donc on Donc ça, c'est à quelle période du coup? c'est au mois de mai, fin mai, début juin, quoi. Ok. Donc on relève les fils qu'on a ici Ouais, d'accord. pour que ça fasse une belle ligne, qu'on puisse passer avec les Avec la engins. machine. Voilà. Oui, parce que là, tout est récolté à la machine. Ah, tout est récolté à la machine, oui. Et tout est mécanisé, même pour les traitements, broyage de l'herbe, on a mécanisé, voilà. Et puis il y a bien évidemment les traitements de moins en moins, mais bon, on en fait toujours un peu. Oui. Voilà. Ok. Donc maintenant, je te propose, Estelle, d'aller voir la cave coopérative. Après la vigne, on va aller voir comment se produit le vin. C'est la meilleure partie, ça. Voilà, c'est la meilleure partie, c'est ça. Je te laisse faire la visite et puis moi je vous rejoins tout à l'heure pour boire un petit coup. Ok, ça marche. Et finir. Voilà. Bon, tout à l'heure alors. Bonjour. Bonjour Estelle, bienvenue à la cave Robert et Marcel. Merci. Je vais te faire une visite de nos locaux et de notre partie production. Donc là on arrive au un de nos 3 chais, principalement utilisés pour les vendanges rouges et les vendanges créments. Donc pour ce qui est vendange rouge, les bennes arrivent de vendange machine, passent à la cabine pour être pesées, puis ensuite sont dirigées selon leur qualité au chai ici, où les bennes sont versées dans nos conquets de réception, qui va permettre d'acheminer la vendange dans les bonnes cuves pour fermentation et macération derrière. Donc ici on arrive un peu plus sur la plateforme qui est réservée aux créments, parce que la particularité des créments c'est que c'est vendangé à la main, donc ça arrive par palox et c'est versé directement dans les pressoirs. Contrairement au rouge qui arrive en vendange machine dans les conquets, comme on voit ici on est équipé de 3 conquets qui permettent de réceptionner assez rapidement une grande quantité de vendange. Donc là on arrive en dessous des quais de réception. Donc on peut voir qu'il y a une partie de la vendange qui est directement égouttée et qui permet de récupérer le jus directement, et le reste des raisins est emmené dans ces machines-là qui sont actuellement en maintenance, où il y a une cage plus un hérisson qui va permettre de détacher les grappes, les baies de raisin des grappes, et commencer de pré-écraser les baies de raisin pour une meilleure macération derrière. Et ensuite, il y a un conduit et une pompe. C'est emmené directement dans l'autre partie du chai où il y a toutes nos cuves de fermentation. Ok. Donc là, on arrive dans notre chai où il y a 80 cuves environ de 400-450 hectos
Donc c'est des cuves spécialement faites pour les vinifications rouges. Et là, ça reste combien de temps dans les cuves? Alors ça va dépendre des qualités. On va avoir des qualités où on va laisser fermenter, macérer pendant 4-5 jours. Et quand il y a une très belle maturité, qu'il y a un gros potentiel aromatique et de garde pour le vin, on va travailler le marc plus longtemps et on peut monter jusqu'à quasiment 3 semaines de macération en cuve. Donc pendant 3 semaines, on va travailler le marc en laissant infuser le vin, en faisant infuser le vin à travers le chapeau de marc. Et qu'au bout de ces 3 semaines, quand on a considéré à la dégustation principalement qu'on a extrait tout ce qu'on voulait d'extraire sans aller trop loin, parce que si on va trop loin, on va extraire des tanins verts qui vont être râpeux et qui vont être mauvais à la dégustation. Une fois qu'on a atteint notre optimum, on va séparer le vin du marc et on va presser le marc après. D'accord. Donc là, on arrive dans la partie souterraine de la cave. Donc en fait, la cave est située au-dessus de 12 km de galeries en tuffeau, qui ont été principalement creusés pour le tuffeau, donc pour la pierre, et qui a été récupéré pour l'exploitation du vin. Donc on est 25 mètres sous terre, ce qui nous permet d'avoir une température et une hydrométrie constante, ce qui est parfaite pour l'élevage du vin. Donc, on sent qu'il fait plus frais là. On sent qu'il fait plus frais, ouais. Donc ça permet, toute la process de mise en bouteille va être fait ici. Donc les 10 millions de bouteilles passent ici, quoi. Les 10 millions de bouteilles passent ici. On a notre tireuse qui nous permet de mettre tout type de vin en bouteille. Et donc les 10 millions de bouteilles passent ici, sont mises en bouteille ici, sont préparées ici et ensuite sont élevées ici pendant entre 3 à 5 ans pour d'autres vins. Sont gardés ici, sont stockés et ça nous permet de mettre sur le marché les vins à leur optimum de qualité pour qu'ils puissent se consommer derrière par nos acheteurs. Donc on va aller voir, je vais vous emmener voir les barriques. Ça ne doit pas être facile de se retrouver là dans ces galeries. Non, il y a 12 km de galeries, il y a plus de 70 galeries où sont stockés les vins. Donc on met le plus au fond les vins qui vont graisser le plus longtemps, bien sûr. On essaye d'avoir un esprit un peu logique là-dedans. Rares sont les personnes qui se repèrent entièrement dans les galeries. Genre, quelqu'un encore hier me disait qu'après 20 ans de métier ici, il n'était pas encore tout à l'aise dans toutes les galeries. D'accord. Et puis on ne doit pas beaucoup capter ici. Non, il n'y a pas de réseau. Voilà. Ah ouais. Donc, par exemple, ici, on est dans un de nos chais à barriques qui nous permet d'élever quelques cuvées qu'on considère d'assez bonne qualité pour avoir un élevage en fût. Donc on fait passer dans des barriques différentes. Donc il y a des barriques neuves qui vont apporter des forts arômes de bois. Puis il y a des barriques plus anciennes qui ont déjà eu 1, voire 2, voire 3 vins qui vont juste être là, qui va permettre une aération très douce du vin et permettre un développement d'une nouvelle famille d'arômes et un assouplissement des tanins et une prise de corps des vins pour une mise en bouteille plus tard. Et là, dans un chai comme ça, vous pouvez mettre combien de barriques? Alors là, il n'est pas tout à fait plein, il y a encore de la place. Je pense qu'on peut mettre plus d'une centaine de barriques, voire plus ici. Donc c'est du travail parce que le vin s'évapore aussi un peu de la barrique. Oui. Donc régulièrement, il faut les re-remplir. D'accord. Donc c'est un travail à plein temps. Donc voilà, on arrive à la boutique qui est notre caveau de vente, donc qui nous permet de faire déguster directement aux particuliers et de vendre aux particuliers. On a la petite particularité de vendre au vrac, donc si les gens viennent avec leurs petits containers, on peut leur remplir sur place. Et donc la vente directe, ça représente un gros pourcentage de vos ventes? Ça représente quasiment 2 millions de chiffres d'affaires. D'accord. Donc c'est un caveau qui fonctionne très bien. Ouais. Une cuvée. C'est bien passé. Ouais, très bien. Ouais, c'est impressionnant, hein, les caves, là, à 25 mètres sous terre. Merci, c'était hyper intéressant. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Farming Together
et de partager cette vidéo pour nous aider à défendre les valeurs de l'agriculture.